bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En Guinée, une centaine de partis politiques se réunissent au sein d'un collectif. La structure aura la mission de présenter une position commune de ses membres sur le calendrier de la transition soumis au CNRD au pouvoir. Les startups africaines ont enregistré une bonne performance en 2021. Elles ont levé des fonds de plus de 4 milliards de dollars, avec un dynamisme particulier pour le Nigeria qui a levé plus de 1 milliard de dollars. Et puis au Zimbabwe, 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront évitées grâce à un financement du Fonds pour l'environnement mondial. Ce financement permettra également le reboisement de plus de 2000 hectares. Mais d'abord en Tunisie, les réformes du système judiciaire par voie de décret ont été rejetées ce mercredi. Un refus du Conseil supérieur de la magistrature qui met en garde contre le danger pouvant émaner des campagnes de dénigrement et des pressions exercées sur les magistrats. L'instance exhorte les juges à continuer de préserver leur indépendance et d'assumer leurs responsabilités dans la lutte contre la corruption et le terrorisme. Rappelons qu'en octobre dernier, un projet de loi relatif au Conseil supérieur de la magistrature a été annoncé par le ministère de la Justice. L'initiative avait fait débat chez les magistrats. En Guinée, une centaine de partis politiques ont lancé une plateforme commune ce 3 janvier, plateforme nommée Collectif des partis politiques. Elle entend participer activement au processus de transition en cours en Guinée, en accord avec la junte, et présentera sa position sur le retour des civils au gouvernement. Les précisions avec Joël Ballot. Alors que la Guinée est en pleine transition, le 3 janvier 2022, une centaine de partis politiques ont décidé de s'unir pour créer une structure qui présentera le retour des civils au gouvernement dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Dénommé Collectif des partis politiques, la nouvelle coalition entend participer à la réussite de la transition en cours. Nous sommes très intéressés à ce qu'il y ait une transition réussie. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas réunis, si nous ne sommes pas unis. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP, pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Déjà instauré selon les responsables de la nouvelle formation, un comité de coordination composé de 14 personnes doit préparer courant janvier la mise en place de commissions de réflexion et de travail. Ce, en vue de définir la position du collectif des partis politiques par rapport à la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, ainsi qu'au chronogramme et à la durée de la transition. Les résolutions seront transmises à la transition et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. C'est pour dire qu'aujourd'hui qu'il y a nécessité de dialoguer. Maintenant, c'est au CNRD de prêter une oreille attentive aux différentes recommandations parce que les partis politiques se sentent menacés et se sentent exclus dans le processus de la transition. On a comme l'impression que la transition aujourd'hui, elle n'est pas inclusive. La Guinée est toujours sous sanction de la CEDEAO, qui attend des avancées concrètes dans l'organisation d'élections démocratiques. Dans son discours du Nouvel An, le président de la transition Mamadi Doumbouya a promis de céder le pouvoir aux civils en annonçant entre janvier et mars 2022 la tenue d'assises nationales. En Tunisie, Noureddine Biri, député et vice-président d'Ennahda, avait été arrêté pour terrorisme et corruption le 31 décembre. Une arrestation contestée par le bloc parlementaire du mouvement Ennahda et sa famille. Il dénonce une décision à caractère politique. Joël Ballot. Soupçonné de corruption et de terrorisme en Tunisie, le député Noureddine Biri est aux arrêts. Une arrestation qui suscite un tollé du bloc parlementaire tunisien Ennahda qui proteste contre cette décision à caractère politique, d'où l'appel à sa libération, dénonçant son enlèvement sans mandat ni procédure judiciaire. L'arrestation de Noureddine Biri, l'ancien ministre de la Justice, le numéro 2 du parti d'Ennahda, le parti islamiste tunisien, est un élément qui montre que le pouvoir tunisien continue sa traque contre les têtes pensantes de la corruption. La mobilisation du bloc parlementaire est une mobilisation en réalité opportuniste, parce que le fait de suspendre le Parlement est une manière de couper de quoi vivre des parlementaires.
En effet, le député et dirigeant du mouvement Ennahda, Nourdine Bihri, et l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, Fatih Baldi, ont été mis en résidence surveillée. Ces derniers sont retenus pour des faits relatifs à la délivrance de certificats de nationalité tunisienne, de passeports et d'extraits de naissance d'une manière illégale. Aujourd'hui, visiblement, les présomptions et les éléments plaidant contre lui se confirment, d'où cette arrestation. Et je pense que c'est l'opinion tunisienne sait quel est le poids de ce personnage et son pouvoir corrupteur à l'intérieur de pays, à travers les réseaux, à travers les alliances. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet 2021. Le chef d'État tunisien Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Et dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, la rentrée académique s'est déroulée ce mercredi 5 janvier. Les professeurs ont appelé à une grève sous fond de revendications salariales. Les syndicats déplorent des conditions de vie et de travail précaires. Les professeurs constatent quant à eux que les compromis signés avec le gouvernement n'ont pas été respectés. Selon les grévistes, la dévaluation de la monnaie congolaise aurait contribué à une perte significative de leur pouvoir d'achat. Une grève qui intervient alors que le pays a adopté le système LMD, licence master doctorat, un basculement qui devrait permettre la transformation du système éducatif du supérieur. Au Ghana, malgré les crises que traverse le pays, le président Nana Akufo-Addo se veut optimiste pour 2022. Son principal objectif, la lutte contre la pandémie de Covid-19 en vue de relancer l'économie du pays. Dans son discours, le président a appelé à une meilleure coopération dans ce domaine. Milfred Diamou. Une année 2021 difficile, mais beaucoup d'espoir pour 2022. Au Ghana, le gouvernement renouvelle son engagement pour contrer les effets néfastes du Covid-19. Dans son allocution du Nouvel An à la Nation, le président Nana Akufo-Addo a réitéré sa détermination à sortir le peuple ghanéen de la crise sanitaire qui a entraîné sa pire régression. Des efforts significatifs ont été déployés par les autorités, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'industrie. Ce qui est important pour moi, c'est ma détermination à nous sortir de cette situation. Le gouvernement a conçu un programme solide pour la relance et la revitalisation de l'économie. Nous avons achevé la mise en œuvre de la phase de stabilisation en 2021. Nous avons vu l'économie croître de 6,6% au troisième trimestre 2021 avec une croissance globale projetée de 4,4% pour 2021. 2022 et 2023 seront les années de reprise et d'une croissance économique plus rapide. L'économie du Ghana, qui connaissait une croissance moyenne de 7% en 2017, 2018 et 2019, n'a augmenté que de 0,4% en 2020. Une situation due au fait que la croissance des secteurs phares tels que l'industrie, les services, le tourisme et la fabrication, qui emploient la majorité de la population, s'est considérablement contractée. Pour le chef de l'État ghanéen, malgré la menace liée au Covid-19, il y a des indicateurs qui montrent que l'économie du Ghana se stabilise progressivement. Déjà, il y a des signes clairs que l'économie rebondit fortement. Le travail entrepris par mon gouvernement au cours des 5 dernières années dans les domaines de l'éducation, de la prestation de soins de santé, de la transformation agricole et industrielle, de l'amélioration des infrastructures, de la sécurité, du développement de l'économie numérique, entre autres, est évident. Je vous demande de vous tenir aux côtés de mon gouvernement en ces temps difficiles. Le président Akufo-Addo a apprécié l'engagement des Ghanéens dans le sens de la solidarité. Alors que le taux de positivité au Covid-19 est en hausse au Ghana, le dirigeant appelle à plus de responsabilité et de collaboration en vue de freiner la propagation du virus. Les startups africaines se sont montrées particulièrement dynamiques en 2021. Elles auraient enregistré des investissements de plus de 4 milliards de dollars selon une étude. Une bonne performance qui a profité notamment aux startups au Nigeria. Philomentine. Les startups africaines ont pu terminer l'année 2021 avec des levées de fonds d'un total de 4,3 milliards de dollars. Cela équivaut à une augmentation moyenne de 2,5 fois le montant levé en 2020. 818 investisseurs ont été impliqués dans au moins une transaction.
Tous les analystes économiques du monde disent que la prochaine frontière du développement économique est en Afrique. Et donc, quand vous regardez très bien, les initiatives qui sont portées ne sont pas nécessairement portées par des startups réellement africaines. C'est des startups qui sont en partenariat avec des startups occidentales, essentiellement américaines, qui comprennent que les pays anglophones en grande partie sont une véritable terre de propension. La pandémie de Covid-19 démontre de manière assez claire que le ralentissement de l'économie en Occident est très fort et que par contre l'Afrique est plus épargnée. Les méga-deals enregistrés sur le continent se sont estimés à 1,9 milliard de dollars avec 12 méga-transactions pour le compte de l'année écoulée contre 2 méga-deals en 2020. Toutefois, les entreprises de technologie financière FinTech ont mobilisé à elles seules un financement de près de 2,3 milliards de dollars en 2021. Alors que les défis majeurs de l'Afrique sont dans le secteur de l'agriculture et des chaînes d'agroalimentaire de manière générale, vous allez vous rendre compte que la grande partie d'argent qui arrive sur le continent arrive dans un secteur tout à fait particulier qui est celui des FinTech. L'objectif de cette arrivée est la capacité qu'ont ces entités de nouvelle génération à pénétrer le secteur financier du continent. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya ont totalisé 81% du total des fonds levés par les startups avec plus d'1,5 milliard de dollars pour le Nigeria. Très dynamique durant l'année 2021, les startups africaines pourraient attirer plus d'investisseurs en 2022. 71 millions de dollars, c'est la somme que le Fonds pour l'environnement mondial a débloquée au Zimbabwe. Ce financement servira au reboisement de plus de 2000 hectares de terre et permettra également de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Joël Ballot. Au Zimbabwe, 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront évitées grâce au Fonds pour l'environnement mondial. L'organisme a débloqué plus de 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Ce financement s'attaque aux moyens de subsistance, au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et à la sécurité environnementale. Le titre du projet est une approche intersectorielle soutenant le courant dominant de la gestion durable des forêts et des terres pour améliorer la résilience des écosystèmes. Le projet FEM7-DSL-IP apportera un soutien important au Zimbabwe pour éviter la dégradation, la déforestation des terres et des écosystèmes grâce à la gestion durable des paysages de production. Les projets ciblés par ce financement sont mis en œuvre sur 2150 hectares de terre repartis entre 3 provinces, Manicaland, Majvingo et Midland. Ils s'inscrivent dans le cadre du 7e cycle de reconstitution du FEM7, visant à rafraîchir les écosystèmes. Menacés par des vagues critiques de sécheresse et d'épuisement des ressources, le Zimbabwe perd par ailleurs environ 262 349 hectares de terre par an du fait de la déforestation. Ce pays connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée, reçoit du Fonds pour l'environnement mondial 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Un financement qui, effectivement, permettra à moyen, à court et à long terme de contrer la crise climatique vu l'aspect reboisement qui est mis en exergue pour les projets qui seront menés. Face à la déforestation galopante qui affecte les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations rurales, la Commission zimbabwéenne des forêts a pour sa part initié en 2021 la plantation de 25 millions d'arbres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.